Bonjour et merci pour cette invitation à ce colloque très, très bienvenu. Beaucoup d'intervenants l'ont répété et j'espère à mon humble mesure dans la dimension qui me préoccupe plus apporter une forme de contribution. Donc je suis chercheur à ce qu'on appelle le Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques, qui s'appelait jusqu'à il y a 6 ou 7 ans le Centre d'histoire du domaine turc, par où l'on mesure comment, par un changement d'acronyme lié à une réorganisation aussi des tutelles à l'époque, on est passé d'une affirmation à la fois d'un ancrage dans une discipline, l'histoire, et dans un domaine ethno-national, pourrait-on dire, le domaine turc. On est passé de cela à une simple forme énumérative qui exprime l'embarras, car il fut réel, qu'il y avait à donner par le nom du centre une vision de l'ensemble de ce que les recherches entreprises dans son sein couvraient. Et donc, on est resté à la forme inventaire, à la forme catalogue, qui donne CETOBAC en acronyme, plutôt que de tout condenser en un seul nom aréal donné. Ce titre, les études turques, combien de cultures, aurait pu être remplacé par un autre. Là maintenant, il s'est endormi. Qui est les études. Bon, alors je ne suis pas dans le diaporama, hein, c'est plutôt ça. Voilà. Alors, petit exergue, je vais revenir, je laisse l'auteur dans le mystère jusqu'à présent. Quelques coupes, mais qui n'altèrent en rien, à vrai dire, le propos. C'est tiré du verbatim d'un débat qui a été publié dans un livre, des actes d'un colloque assez récent sur les aires culturelles, livre intitulé « Savoir au pluriel du lointain ». Et dans le débat, un des intervenants termine son commentaire en disant « Il ne faut rien considérer comme une aire culturelle » pour assez immédiatement enchaîner par ces mots « La pensée en termes d'aire culturelle doit servir exactement à casser ce modèle patrimonial qui est celui sur lequel les historiens, parmi d'autres, ont tendance à s'étendre de manière un peu commode. » Je commenterai en toute fin d'intervention. Je disais, combien de cultures? J'aurais pu aussi parler de la condition des études turques. Qu'est-ce qu'on entendrait par là? On entendrait d'abord par études turques, en première approximation, ce conglomérat d'études et de recherches qui portent sur les trajectoires, qu'elles soient sociales, économiques, politiques et culturelles, accueillies par l'entité de l'Empire ottoman jusqu'au début du XXe siècle, ou bien dans les États qui lui ont succédé au cours du mi-19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Vaste espace, donc, représenté sans l'être vraiment par cette carte un peu vide que je vous présente, mais qui vous donne une idée de l'étendue, embrassant la Méditerranée orientale jusqu'aux confins de la Méditerranée occidentale, et de la mer Rouge et du Golfe arabo-persique, de la mer Noire, de la Crimée, des Balkans et au-delà vers l'Europe. Cette définition que je viens de donner, elle distingue les études turques, ce que j'appelle les études turques, à la fois des études centrées sur l'espace de la seule Turquie d'aujourd'hui, et aussi des études turques avec un K ou turciques, qui nous entraînent plus promptement vers l'Asie centrale ou orientale, et qui sont également représentées dans ce centre de recherche où je travaille. Ensuite, donc on a un espace-temps des études turques tel que je choisis de le définir aujourd'hui. Pour ce qui est de l'appellation que j'utilisais, la condition des études turques, l'idée est que nous avons un espace-temps conditionné par un raisonnement aréal culturaliste relativement classique, celui qui prend la culture comme principe de classification et d'inventaire, c'est-à-dire aussi de classement. C'est un peu, dans l'exergue que je citais, la référence au modèle patrimonial des historiens, dont on peut retrouver des traces également dans des institutions comme l'inventaire des monuments historiques qu'a étudié Nathalie Henich en France. Cette idée de classer ce qui est digne d'être mis au premier plan ou ce qui ne l'est moins. Le propos de ma présentation est triple. D'abord, de proposer une brève vue d'ensemble qui ne sera pas un historique et qui sera nécessairement schématique du classement dont l'ère des études turques a pu faire l'objet. Ensuite, d'illustrer certaines reconfigurations que le syntagme de la globalisation impose de nos jours à ce classement
Reconfiguration qu'on pourrait tenter d'identifier à un déclassement des aires culturelles, à moins que ce déclassement soit lui-même un surclassement, au sens où il ne ferait que remplacer un classement par un autre qui serait peu ou prou homologue du premier. Et puis, troisième propos, de réfléchir à deux déconditionnements possibles des études turques, sous l'espèce de la translation impériale d'une part, il en a été question ce matin, le Course of Empires, et il en a été question à plusieurs reprises aussi dans le colloque, les transferts, qu'on les dise culturels ou non. Avec ce propos, j'ai dans l'idée de savoir si, ce faisant, la culture située pourrait apparaître comme un principe non plus de classement, mais de mise en relation, dans le même esprit que ce que Jacques Legrand soulignait avant-hier, l'idée que c'est le contact qui doit être pensé comme créateur de culture et comme ressort de la culture, et non pas l'appropriation du propre. Alors, combien de cultures? D'abord, la culture qui classe. Rapidement, les prémices qui sont celles de ce conditionnement des études turques dont j'ai parlé. Au menu, nous avons une double dénivellation temporelle et spatiale. C'est un monde, le monde des études turques, qui est sans cesse aux prises avec l'idée d'être périphérique et arriéré. Et cette arriération peut elle-même être pensée dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, au sens où les Ottomans, pour ne citer qu'eux, auraient décliné, donc sont en retard sur eux-mêmes, en quelque sorte, deviennent arriérés par rapport à ce qu'ils étaient avant, le déclin. Et puis, arriération spatiale, où à un moment donné, on est dans cette ère-là, en retard sur un autre espace. Déni donc de centralité spatiale et de temporalité ou de cotemporalité. On peut le formuler de différentes manières. J'accumule un peu la terminologie. J'espère que les traductrices ne m'en voudront pas trop, mais c'est pour voir un petit peu toutes les possibilités. Et par le déni de contemporanéité, était signalé pendant longtemps ce retard du monde couvert par les études turques sur des processus de modernisation engagés à l'échelle mondiale. Et par le déni de co-spatialité était signalée la relégation croissante de ces espaces sur les périphéries de l'économie monde. Bref, on aurait un déni de coprésence à la fois temporelle et spatiale, ce qu'on peut aussi appeler, pour faire court, quoique plus pédant, une chronotopique différentielle. L'idée qu'on crée un principe de différence à la fois dans la situation spatiale et dans la situation temporelle. Le principe de cette chronotopique, c'est d'étudier du coup des influences exercées par les pays d'Europe occidentale sur les espaces ottomans ou post-ottomans, des influences censées avoir engendré des réformes institutionnelles, des ruptures politiques. Tout se passe comme si la marche turque vers la modernité avait suivi une voie linéaire sous l'égide de ce modèle supposé ouest européen. Par exemple, alors là on est en plein dans la philosophie de l'histoire dont Jean-Luc Racine a fait état s'agissant du cas indien. Des réformes engagées au XIXe siècle par les Ottomans seraient l'aboutissement d'un effort de rationalisation par importation de techniques de gouvernement élaborées ailleurs. La constitution promulguée dans l'Empire ottoman en 1876 serait le résultat d'une influence assez fortement décalée dans le temps de l'Aufklärung européenne et de l'importation de la pensée contractualiste. La réforme de divers instruments d'action publique, comme le recensement, la codification juridique, ainsi que l'adoption de nouvelles pratiques culturelles, qu'il s'agisse de latiniser l'alphabet, de porter le haut de forme, de consommer de l'alcool, de conjurer le césaropapisme, de développer l'économie industrielle, etc. Toutes ces pratiques culturelles découleraient du volontarisme d'élites dites occidentalisées et de contacts contingents avec certaines populations européennes qui se trouvent dans le coin, on pourrait dire. Ce qui est donc décrit par là, c'est l'inverse de la fabrique des altérités dont parlait hier matin Marie-Caroline Salio et Yaritz Mirski. C'est le passage de l'altérité à la ressemblance, justement. L'imitation, l'importation inaboutie, souvent, et même presque toujours, de modèles extérieurs. D'où l'idée de ce principe principal de rediffusion en différé. Et pour revenir aux travaux sur la Turquie, de la République de Turquie d'aujourd'hui, on pourrait voir comment, dans certaines analyses, c'est par cette même idée de ce processus comme étant inachevé qu'on explique certaines dérives, entre guillemets, survenues ces dernières années, dérives autoritaires, les coups d'État et la mainmise militaire à répétition depuis les années 60-70,
dérives islamistes, de radicalisation, l'islamisme politique incarné aujourd'hui par le Parti de la justice et du développement étant toujours suspecté de radicalisme latent. Quant aux études sur la préadhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui sont un gros morceau, on pourrait le dire, des études turques sur le monde contemporain, eh bien, c'est significativement en termes de préadhésion qu'on raisonne, la terminologie étant celle de l'UE, mais n'ayant pas forcément à être celle de nos travaux. Et donc, on est concentré sur les exigences de l'Union et les efforts du pays candidat en vue de l'adoption de l'acquis, efforts généralement bien infructueux. Bien, pour terminer avec ce rapide tour d'horizon de la chronotopique différentielle, on pourrait dire qu'avec cette modernité d'importation se trouvent aussi provoquées les politiques de purification ethnique et d'ingénierie démographique qui ont été mises en œuvre au tournant du XXe siècle dans la région, qu'il s'agisse de l'échange de population entre Grèce et Turquie en 1923 ou du génocide des Arméniens d'Anatolie en 1915-1916, tout cela étant le signe de la perversion, de l'altération réformatrice mal digérée en aliénation autodestructrice. Alors on peut objecter que cela fleure bon une terminologie un brin datée, l'évolutionnisme, la modernisation, l'occidentalisation, et on aura raison. Cela dit, tous ces termes ne sont pas également périmés aux yeux de ceux qui aujourd'hui pratiquent ce qu'on peut appeler les études turques, d'une part, et d'autre part, et peut-être surtout, études turques ou pas, ça va au-delà, je pense, de ce champ-là, la péremption éventuelle des termes n'est pas celle des relations sous-jacentes qu'ils désignaient. Il se pourrait que d'autres termes, même plus neufs, se chargent en fait de reconduire les mêmes relations exactement. Prenez globalisation, par exemple. Il se pourrait que ce que j'ai appelé déni de coprésence perdure au sein des sciences humaines, sociales ou littéraires ou philosophiques, désormais passées en mode globalisé. J'en viens, après la culture qui classe, à la culture qui connecte, et on pourrait ajouter qui transfère ou qui se transfère, précisément en lien avec la reconfiguration supposée par les études sur la globalisation. Parler de globalisation, ce n'est pas, on l'entendait tout à l'heure déjà, parler d'uniformité, d'uniformisation ou d'homogénéisation. C'est bien reposer la question de la variabilité et de la géométrie différentielle des espaces et des territoires. On remarque également par là le lien constitutif qui unit les théories de la globalisation à un référentiel principalement spatialisé de la souveraineté. Même lorsqu'on l'associe à la mondialisation, c'est-à-dire une certaine unification de l'espace, la globalisation, pensée par les sciences sociales, reste une géométrisation. Le monde observable est constitué de pièces, comme on dirait d'un puzzle, ou de parties, les 4 parties du monde, et la question de la globalisation est une manière de penser l'agencement de ces parties en mettant l'accent sur l'interrelation, davantage qu'auparavant. Tous les chemins de la globalisation, en ce sens, mènent à l'étude des points de rencontre, des histoires connectées ou des transferts, qu'ils soient culturels ou pas. C'est la recherche de ce que, et ce que disait Denis Lombard peut servir de maxime ici, la recherche d'un comparatisme conduit en fonction des routes qui ont historiquement relié et qui continueront bien souvent d'unir les diverses aires entre elles. Donc l'aire quitte sa fonction classante, la question du classement, pour augmenter son potentiel en termes de mise en relation. Est-ce que se connecter permet aux études turques de pallier les biais de leur conditionnement tel que j'en parlais auparavant? Certes, à la description des éléments importés, des réformes inabouties, on substitue, en parlant d'histoire connectée, l'analyse d'interaction et de réappropriation. On n'ignore pas que les relations nouées puissent être asymétriques, souvent imposées au moins autant que consenties. Mais en tout cas, on ne présume plus tant qu'avant que la mise en relation se produise toujours dans le même sens, et est toujours le même sens également. Pour autant, on pourrait souligner aussi que malgré les précautions prises, comme à l'habitude par les chercheurs, la réflexion menée dans les études sur les transferts implique assez régulièrement un point de départ, un point d'arrivée, un début et une fin, l'espace, le temps, un exportateur, un importateur. Le transfert, en ce sens, aboutit à une certaine reconduction de l'inventaire et du classement. Et comme l'ont noté Michael Werner et Benedikt Zimmermann dans
leurs textes manifestes sur l'histoire croisée, plutôt que d'assouplir l'ancrage national des historiographies et des disciplines des sciences humaines et sociales, la recherche sur les transferts court le risque de le consolider. L'ancrage national est l'exemple qu'il privilégie, mais l'ancrage aréal, au sens des aires classantes, de la culture qui classe dans les aires culturelles, pourrait aussi être quelque chose qui risque de perdurer avec l'historiographie des transferts. Et pourtant, c'était là l'enjeu du déconditionnement que nous cherchons, faire en sorte d'étudier la mise en relation pour déconsolider, en quelque sorte, l'idée que nous nous faisons des parties en présence dans la relation. Se donner les moyens d'identifier des combinaisons, des modifications, des effets qui émergent dans le cours de la relation et qui transforment tout à la fois, pour citer à nouveau une formule de Werner et Zimmermann, donc des modifications qui transforment tout à la fois les entités, personnes, pratiques ou objets croisés ou affectés par le croisement. J'en viens à une culture qui représente une... et on en a parlé, dans d'autres intervenants en ont parlé, à une culture, la culture d'empire, qui symbolise une combinatoire actuellement cruciale pour penser autrement que par la globalisation ou par ses dérivés, mais ça c'est discutable, pour penser en tout cas le conditionnement ou le déconditionnement, c'est la combinatoire des aires culturelles et des études impériales. Parler d'empire, c'est peut-être une autre manière de donner aux aires culturelles un pli relationnel et de leur faire quitter leur pli classificatoire. En tête de la définition de la forme politique empire, en effet, les études impériales actuelles placent l'idée de la différenciation. Il s'ensuit que l'empire incarne un perpétuel va-et-vient entre universalisation et particularisation, ce qui sonne familièrement à nos oreilles, puisque ce va-et-vient a été plusieurs fois signalé s'agissant des aires culturelles depuis l'ouverture de ce colloque. L'agir politique impérial est défini par sa maîtrise dans l'art de jongler avec l'incorporation et la différenciation, comme l'ont écrit Jane Burbank et Frederick Cooper dans l'ouvrage Empires in World History. Et notez comment le sous-titre Power and the Politics of Difference, effacé dans la traduction française, signalait bien cet enjeu fondamental de leur ouvrage, par-delà la phraséologie un peu anglophone, Politics of Difference, signalait cet enjeu de la différenciation au cœur de la pensée des empires. De même, dans le cas précisément des études turques, la politiste et historienne Karen Barkey avait-elle écrit un ouvrage intitulé Empire of Difference, qualifiant directement la question des Ottomans. Le sous-titre The Ottomans in Comparative Perspective, définissant plus ou moins bien l'ouvrage, parce que l'ouvrage est bien exclusivement sur l'Empire ottoman, mais pensé comme un modèle d'empire. Et j'y reviens tout de suite. Car oui, eu égard à cette évolution, j'utilise deux ouvrages ici cités comme exemple clé, dans cette évolution des études impériales, on voit comment les Ottomans prennent l'avant-scène, en quelque sorte, d'une manière assez paradoxale. On voit comment le cas ottoman n'est plus un cas d'empire parmi d'autres, mais une figure synthétique qui a aidé à repenser de manière centrale toute configuration impériale. C'est ce que disent Burbank et Cooper dans l'introduction de leur ouvrage, quand ils soulignent que le cas ottoman a joué un rôle central dans la conception de leur ouvrage, en tant, disent-ils, qu'empire ayant réussi à fusionner les traditions turciques, byzantines, arabes, mongoles et perses pour créer un pouvoir durable, flexible et transformateur. Donc fusion-acquisition par les empires de la différence, mais aussi le rôle de l'Empire ottoman, c'est, avec ce cas présenté à leurs yeux, de les aider à penser d'autres empires, y compris coloniaux au sens classique, français, britanniques, à une période plus récente. Et donc on a une espèce de tournant ottoman dans les études impériales qui ottomanise la forme historiographique de l'empire. Cette modalité d'interaction entre l'ère des études turques et l'empire des Ottomans est très importante pour penser l'évolution de ces rapports que nous étudions dans le colloque, dans la perspective du passage d'une définition classificatoire de l'ère culturelle à une approche relationnelle de cette ère. Et il faut le noter ici, une certaine ironie du sort dans l'évolution que je suis en train de décrire, puisque l'Empire ottoman
dans l'historiographie conditionnée que je décrivais auparavant, et au-delà, c'était, depuis le milieu du XIXe siècle, l'homme malade de l'Europe. C'était l'inverse du patient modèle, c'était celui qui s'en sortait le plus mal et qu'il fallait, comme je l'ai souligné tout à l'heure, réformer suivant un autre modèle que le sien. Et donc, cette allégorie de l'ère culturelle au sens classique, homme malade de l'Europe, devient, peut-être dans un nouveau régime de l'ère culturelle, l'empire modèle pour penser des formes de globalisation associées aux formes impériales. Ce coup du sort de l'homme malade devenu empire modèle fait actuellement beaucoup pour sortir les études turques de leur conditionnement. Là où les aires culturelles ou pas culturelles nous faisaient parler en géomètre et donc négliger des effets de chronométrie, que pourtant elles impliquent également, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, le retard, l'arriération, eh bien, les études impériales nous aident à penser en chronomètre. Elles nous aident à penser la souveraineté comme établissement stabilisé de relations entre des mondes spatialement éloignés. Et cet enjeu de la stabilisation des relations, donc enjeu de chronométrie, est quand même essentiel, y compris pour la problématique de la globalisation. La globalisation, c'est des relations à l'échelle du globe, mais des relations qui ont une forme de pérennité. Sinon, c'est la connexion qui s'efface, passer son instant même, n'est pas exactement du même ordre. De ce fait, il me semble que s'impose une réflexion sur la synchronisation, qui est aussi une forme de mise en relation des espaces et des aires, enjeu qui rejoint peut-être à certains égards celui qu'ont étudié d'autres intervenants, celui du comparatisme. Cet enjeu de la synchronisation, il me semble que c'est un point aveugle des histoires connectées ou de l'étude des transferts. On étudie davantage dans ces études la simultanéité d'une rencontre, mais on ne se prononce guère sur la congruence temporelle des dynamiques sous-jacentes. On ne cherche pas à savoir si les acteurs qui se connectent dans l'espace ont quelque chose qui les met en phase dans le temps. Parfois même, on présume d'office qu'ils ne sont pas en phase, et que même s'ils se rencontrent, ils relèvent d'incommensurables. Supposons pourtant que l'on constate, à la fois empiriquement et analytiquement parlant, une concomitance, c'est-à-dire l'occurrence d'un même type de phénomène au même moment en deux lieux éloignés. Alors de deux choses l'une, soit on dit que c'est une coïncidence, on dit alors que c'est l'exception qui confirme la règle et la chronotopique différentielle de tout à l'heure restera intacte, soit on présume une forme de synchronicité des dynamiques plutôt qu'un déphasage, et c'est quelque chose dont on peut voir des signes dans des approches qui visent par exemple à penser les trajectoires politiques observables depuis la réforme protestante jusqu'à aujourd'hui à l'échelle d'un vaste ensemble géographique qu'on peut appeler de différentes manières. Certains ont utilisé la Méditerranée pour cela. Je pense par exemple à Edmund Burke III, le troisième du nom, dans certains de ses articles, sur la pensée de la Méditerranée dans une perspective comparative. L'espace eurasiatique pourrait servir à d'autres, s'il n'était de plus en plus connoté politiquement par les projets de la Russie actuelle. Donc, en tout cas, idée que les technologies administratives, la politisation de sociétés nationalisées, d'autres formes de pratiques culturelles plus ou moins institutionnalisées se produisent dans une forme de synchronie, ou en tout cas qu'on a intérêt à chercher à comprendre la synchronisation. Bien, j'avance. C'est là un enjeu essentiel, semble-t-il, si nous souhaitons introduire les études relevant des aires culturelles à une logique relationnelle plutôt que classificatoire. Comment penser que les aires sont en relation, qu'elles sont en relation, sans les supposer comptables d'une commune chronométrie? Car quoi que l'on dise, les aires seront toujours les aires, c'est-à-dire toujours des ensembles spatialement différenciés. C'est donc plus dans le temps que dans l'espace, dans leur historicité, que peut-être quelque chose de commun peut être mis en évidence. Et ici, à nouveau, joue la nuance entre globalisation et mondialisation, au sens où c'est la longue durée du temps passé en commun qui constitue un monde, davantage que les grands espaces et la courbure du globe. Excusez-moi. En forme de conclusion, soulignons que le mérite supplémentaire de réfléchir sur la synchronie et la synchronisation est que ça nous incite à appliquer une touche d'ironie aux notions et aux questions qui nous préoccupent ici.
il est frappant que Jean-Yves Mérindol, dans l'ouverture du colloque jeudi, dans une phrase où il parlait de l'adoption et de l'appropriation de modèles, et dans la même phrase expliquait que ces appropriations pouvaient être ironiques, virgule, décalées dans le temps, associant ainsi l'ironie au déphasage. On retrouve un peu le mimétisme colonial dont parlait Michael Lueken aussi jeudi, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un décalage et un déphasage, imiter l'autre, c'est forcément être dans la singerie. On retrouve au Mi-Baba les études postcoloniales. Je veux souligner ici qu'il peut aussi y avoir une production ironique de la synchronisation. Ce n'est pas forcément dans la diachronie, dans le déphasage temporel que l'ironie émerge. Et cette synchronisation-là, elle nous concerne de plus près encore que celle dont je parlais auparavant. Car finalement, les impératifs scientifiques dont relèvent les aires culturelles sont sans cesse paradoxaux, sont sans cesse ce que, si on reprend la terminologie de Gregory Bateson, sont sans cesse des double binds, des doubles contraintes. Nous avons une culture scientifique dont la constitution procède d'une suite de maximes paradoxales. Le rapport ou le pré-rapport Sabouret qualifie le concept d'aire culturelle en termes de capacité à combiner homogénéité et hétérogénéité. On parlait déjà tout à l'heure de la différenciation et de l'universalisation. Yves Chevrier, dans ce texte bien connu, dans la traversée, je crois, je n'ai pas la référence sous les yeux, des sciences de l'homme, souligne l'enjeu de connexion de l'intransitif et du transitif par celle du situé et du général. On peut, d'après certains travaux de Microstoria de Eduardo Grandi en Italie, et très diffusés, donc je n'y reviens pas, revenir sur ce paradoxe inhérent à la notion d'exceptionnel normal, de tentative pour penser l'exemplarité de l'exceptionnel en même temps que l'exceptionnalité de l'exemplaire. On peut penser à la banalisation de l'exotisme, dont on va reparler, qui là aussi reposait sur ce jeu ironique du paradoxe au cœur de la culture scientifique. Bon, faire fond sur ces ironies du sort, c'est peut-être quelque chose d'important dans les aires culturelles. C'est peut-être aussi le même enjeu qu'on retrouve dans le cursus intégré dont parlait Catherine Mayer-Jaouen hier, cette coexistence forcée entre des formes, et dès le début de la formation, entre des formes disciplinées et disciplinaires d'une part, et des formes de vagabondage érudit et de découverte poétique et linguistique d'autre part, sont des formes de synchronisation. On synchronise les deux types de culture scientifique et des formes de création de paradoxes ironiques. Parce que, en synchronisant, on crée bien des doubles contraintes. On en vient à des effets d'ironie, c'est-à-dire, pour revenir à la définition, à l'effet de dire au sens figuré l'inverse de ce qu'on déclare littéralement, tout en s'efforçant de laisser entendre la distance qui existe entre ce que l'on dit et ce que l'on pense réellement. Donc c'est assez tarabiscoté, je vous le concède, mais c'est intéressant, me semble-t-il, à discuter au sens où ça rapproche la recherche scientifique d'une impulsion ludique et d'un jeu, en l'occurrence, qui serait sans cesse interrompu par la discussion de ses propres règles, ou même, finalement, on se rendrait compte que le but du jeu lui-même est d'en chercher les règles, sachant que celles-ci sont toujours changeantes et à jamais impossibles à découvrir. C'est comme ça que Gregory Bateson définissait certains enjeux de la théorie du jeu et du fantasme dans Steps to an Ecology of Mind. Et est-ce que ce n'est pas là ce que nous faisons tous avec nos aires, cette ironie-là? Est-ce que du coup, tant qu'à les critiquer, il ne vaudrait pas aussi mieux de les ironiser ou d'ironiser à leur sujet? Ça serait une forme de manière de demeurer dans les heures culturelles tout en sachant en sortir, de s'en affranchir, ce qu'on sait être impossible tout en y tenant. Et c'est à la lumière de cette double contrainte que j'ai lu le commentaire cité en exergue de Jacques Revel. Il dit « Il ne faut rien considérer comme une aire culturelle, et pourtant, la pensée en termes d'aire culturelle doit servir. » Donc il faudra faire des aires culturelles, non pas malgré nous, parce qu'elles seraient coriaces et tenaces, mais malgré elles, ironiquement. Merci. Merci beaucoup, Marc et MS.